Au Brenda's Café, l'odeur des petits pains à la cannelle fraîchement préparés se mêle au délicieux parfum du café. Respirant profondément, Blake et Kate savourent les odeurs familières tandis qu'ils s'installent dans un siège en cuir abîmé avec leur famille. Brenda, la sœur de Blake, s'est empressée d'apporter une cafetière bouillante. Brenda remarque, les yeux brillants, comme d'habitude pour tout le monde. Blake acquiesce et tend la main de Vanessa à travers la table. L'alliance de sa femme étincelait dans la douce lumière du matin, ses doigts étaient froids au toucher. « Tu nous connais trop bien, dit Ellie, 12 ans. Je peux avoir un chocolat chaud avec de la crème fouettée en plus ?» Noah, 8 ans, dit, pour ne pas être surpassé, et moi aussi. Brenda rit et coiffe Noah. Brenda est retournée à la cuisine et Blake est allé voir Vanessa. « Vous avez réussi, les enfants, mais ne le dites pas à votre dentiste. Vous êtes occupés? Comment se passe le travail sur ce nouveau projet ?» Vanessa sourit, même si son attitude semblait forcée. Elle montre sa montre et dit, « Oh, vous savez ce que c'est. Toujours une autre maison à montrer, une autre affaire à conclure. À ce propos, je devrais probablement partir bientôt. J'ai une réunion avec un client à 10 heures. » Blake fronce les sourcils. « Un dimanche? Je pensais que nous pourrions emmener les enfants au parc après le petit déjeuner. » Le ton de Vanessa était tranchant, mais elle a dit, « Je sais. Je suis désolé, puis, cela pourrait être une grosse vente. Tu comprends, n'est-ce pas? » Ellie dit, « Maman, tu m'as promis de m'aider à choisir une tenue pour la photo de demain. » Avant que Blake ne puisse répondre. Vanessa a regardé son fils et son visage s'est adouci. « Oh, mon chéri, j'ai oublié. Je vais te dire, pourquoi on n'irait pas faire du shopping cet après-midi? On en fera une journée entre filles. » Noah baisse les yeux. « Mais qu'en est-il du parc? » Blake tente d'arranger les choses en forçant un sourire. « Et si on se faisait une journée entre mecs? Nous pourrions faire quelques paniers dans l'allée, puis peut-être allumer le grill pour le déjeuner. Qu'est-ce que tu en dis? » Les yeux de Noah s'illuminent. « On peut demander à l'oncle Mike de nous inviter? » Blake répond, bien sûr, en ébouriffant les cheveux de son fils. Jetant un coup d'œil à Vanessa, il semble plutôt déçu. « Je suppose que nous nous verrons ce soir alors? » Vanessa acquiesça, sans vraiment le regarder. J'essaierai de ne pas être trop en retard. Brenda revint avec un plateau chargé de tasses fumantes et d'assiettes remplies de crêpes moelleuses et de bacon croustillant. Elle regarda son frère avec curiosité en déposant le repas. Blake fit un léger signe de tête pour indiquer que tout était bon. La famille prit son petit déjeuner, tandis que la discussion s'orientait vers des sujets moins sérieux. Tandis que Noah leur racontait son dernier match de Little League, Ellie parlait de son prochain projet de foire scientifique. Blake se détendait, laissant ses soucis derrière lui et se concentrant sur le temps passé avec sa famille. Le petit déjeuner terminé, Vanessa rangea ses affaires et se prépara à partir. Elle dit au revoir aux enfants, puis embrasse Blake sur la joue. « Je t'appelle plus tard, d'accord ?» Blake acquiesça tandis qu'elle quittait précipitamment le café. Il avait beau repousser ce sentiment, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Quelque chose lui semblait étrange. Leur famille était heureuse et ils menaient une excellente vie. Il s'agissait probablement d'une simple paranoïa. Brenda s'installa dans la cabine en face de lui pendant que les jeunes nettoyaient leurs assiettes. Elle lui dit doucement, « Tout va bien, petit frère ?» Blake sourit. « Bien sûr. Pourquoi cela n'irait-il pas ?» Brenda arqua un sourcil. « Blake, je ne suis pas dupe. Je te connais depuis toujours, il y a quelque chose qui te tracasse. » Il soupire et se passe une main dans les cheveux. « Vanessa a beaucoup travaillé ces derniers temps, je suis sûr que ça va se calmer bientôt. Ce n'est probablement rien. » Brenda lui serra l'épaule. « Tu sais que je suis toujours là si tu as besoin de parler, ou si tu as besoin de quelqu'un pour corriger gentiment ton crâne épais. » Reconnaissant du soutien de sa sœur, Blake se mit à rire. Blake n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation persistante au creux de son estomac lorsqu'ils quittèrent le café, mais il la repoussa et se concentra sur la journée qui s'annonçait avec ses enfants. Brenda le remercie. 2 semaines plus tard, Blake était plongé dans le moteur d'une Ford déglinguée, les odeurs familières d'huile et de graisse imprégnant son atelier. La radio de fond grésillait avec une vieille chanson country. Lorsqu'il entendit les talons claquer sur la chaussée, il fredonna distraitement. Levant les yeux, il aperçoit Lisa Grant, la meilleure amie et collègue de Vanessa, qui s'avance vers lui d'un pas hésitant. Lisa a crié, « Salut, Blake. Créez une minute ?» Les mains de Blake sur un chiffon ont éveillé son intérêt. Il essuyait. « C'est sûr, Lisa. Qu'est-ce qui t'amène ?» Lisa se tortille sur la lanière de son sac à main. « J'ai pensé qu'elle était peut-être ici avec toi puisque nous devions nous rencontrer pour prendre un café et que Vanessa ne répond pas au téléphone. » Blake fronce les sourcils.
Elle a dit qu'elle ne rentrerait pas avant le dîner, elle m'a dit qu'elle avait une représentation tardive aujourd'hui. Les sourcils de Lisa se froncent. C'est étrange. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler de quelque chose d'important et m'a surtout demandé de la retrouver au Brandeis Café. Blake a eu un pincement au cœur. Peut-être qu'il y a eu un client de dernière minute ou une confusion dans les dates, dit-il. Lisa acquiesce, mais sans conviction. Si tu la vois, tu peux lui dire que je suis passé. Blake acquiesce en souriant, bien sûr. Et, Lisa. Est-ce que Vanessa t'a semblé différente ces derniers temps, dit-il alors que Lisa se tournait vers la sortie. Lisa s'est arrêtée et s'est mordu la lèvre. Différencier comment? Blake haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. Je me suis juste demandé s'il se passait quelque chose au travail. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, alors distrait, peut-être. L'expression du visage de Lisa était incompréhensible. Je suis sûr que c'est juste le stress du travail, Blake. Tu sais comment c'est dans l'immobilier, il y a toujours une autre affaire, un autre client. Pas totalement satisfait de la réponse, Blake acquiesce. Merci, Lisa, tu as sans doute raison. Blake n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas dans le sens de Lisa. Il sortit son téléphone et envisagea d'appeler Vanessa. Son pouce se posa sur son nom dans ses contacts, puis il se ravisa. Le plus probable était qu'il était simplement en train de faire une crise de paranoïa. Le lendemain soir, Blake était au O'Malley's, un pub de quartier, avec son ami Mike. Blake buvait de la bière pour se détendre après un match de basket. Mike lui dit, en sirotant son verre, « Alors, comment ça se passe entre toi et Vanessa ?» Blake secoue les épaules. « Bien, je crois. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. » Mike arqua un sourcil. Mike arque un sourcil. Ça ne ressemble pas à la Blake que je connais. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Blake grogna et joua avec son alliance. Je n'en suis pas sûr. Vanessa est toujours occupée, toujours distraite. On ne se parle presque plus, et quand on le fait, on a l'impression qu'elle est à des millions de kilomètres. As-tu essayé d'en parler avec elle? Blake secoue la tête. Elle insiste sur le fait que c'est juste le stress du travail à chaque fois que j'en parle, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment qu'il y a plus que ça. Mike s'est penché pour parler doucement. Tu sais, qu'elle ne me trompe pas. Blake rit, mais sa voix porte une trace de doute. Il n'en est pas question. Vanessa ne ferait jamais ça. On était ensemble depuis le lycée. Les gens évoluent, Blake, répondit Mike avec douceur. Je ne dis pas qu'elle l'est, mais tu devrais peut-être te fier à ton instinct. Le téléphone de Blake a sonné avant qu'il ne puisse répondre. Vanessa a envoyé ce message, je travaille tard une fois de plus. N'attends pas. Blake regarda le message, les tripes serrées. Il se tourna vers Mike qui le regardait avec inquiétude. Tout va bien? Demanda Mike. Blake affiche un sourire. Oui, c'est juste Vanessa qui m'informe qu'elle travaille encore une fois tard. Le visage de Mike se détendit. Écoute, mec, j'espère que je me trompe, mais tu devrais peut-être creuser, pour ta propre tranquillité d'esprit, à tout le moins. Blake acquiesce, l'esprit en ébullition. Oui, tu as peut-être raison. Blake n'arrivait pas à chasser du bar l'incertitude persistante ancrée dans son esprit. Même s'il aimait Vanessa et lui faisait entièrement confiance, que se passerait-il si Mike avait raison? Si les humains avaient vraiment changé, que se passerait-il? Pour vérifier, il décida de passer au bureau de Vanessa en rentrant chez lui. Il s'aperçut que sa voiture avait disparu lorsqu'il entra dans le parking. La tension dans ses tripes s'est accentuée. Blake sortit son téléphone, hésita un instant, puis composa le numéro de Vanessa. Il sonna plusieurs fois avant de tomber sur la boîte vocale. « Eh, c'est moi », dit-il après le bip. « Je voulais juste faire un suivi. Quand tu pourras, appelle-moi. » En raccrochant, Blake aperçut un homme familier de l'autre côté de la rue. Il s'agissait de Curtis Blackwood, un courtier en hypothèque locale qu'il avait rencontré lors de quelques réunions d'affaires de Vanessa. Curtis souriait en montant dans son élégante voiture de sport. Blake se sentit mal à l'aise lorsque Curtis démarra. Bien qu'il ne sache pas pourquoi, quelque chose dans le fait de voir Curtis ici à cette heure sonnait l'alarme dans son cerveau. Le cerveau de Blake bouillonnait d'idées pendant qu'il rentrait chez lui. Il voulait ignorer l'incertitude et se concentrer sur l'amour et la confiance que Vanessa et lui avaient développés au fil des ans. Mais la graine de l'incertitude avait été semée, et Blake avait beau essayer, il ne pouvait ignorer le sentiment persistant que son existence idéale n'était peut-être pas tout à fait parfaite après tout. Une semaine plus tard, Blake était assis en face d'un détective privé recommandé par un ami, Hank Morrison. Les murs sont tapissés de classeurs et une chaise en cuir usé grince sous le poids de Hank, le bureau du détective est exigu et en désordre.
On demande à Monsieur Kincaid, d'une voix austère, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Blake changea de ton, mal à l'aise. Je crois que ma femme voit quelqu'un d'autre. Hank acquiesça, le visage vide. Pourquoi auriez-vous des soupçons à ce sujet? Blake inspira longuement. Elle est toujours au téléphone et travaille souvent tard. Nous communiquons à peine ces jours-ci. Et la semaine dernière, j'ai vu la voiture de sa collègue garée près d'un hôtel alors qu'elle devait se rendre à une projection. L'avez-vous interrogé à ce sujet? Demanda Hank. Blake secoua la tête. Je voulais d'abord être sûr. Si je me trompe, je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit. Hank se renverse sur sa chaise. D'accord, je peux faire ça ici. Je vais la suivre pendant une semaine, compiler des images, des vidéos, tout ce qu'il faut. Mais Monsieur Kincaid, je dois vous avertir que parfois la vérité n'est pas belle à voir. Blake acquiesce, la mâchoire serrée. Monsieur Morrison, je dois savoir. Qui que ce soit. Blake a quitté le lieu de travail et son téléphone a sonné. Vanessa m'a envoyé un mot disant, « Chérie, j'ai une réunion tardive. Attends le dîner, pas trop tard. » Blake a resserré son étreinte autour du téléphone. Le cœur lourd, il a répondu un bref OK, je t'aime avant de mettre le gadget dans sa poche. Pour Blake, les jours suivants ont été marqués par la méfiance et l'inquiétude. Il a commencé à chercher des indices en examinant chaque mot et chaque mouvement de Vanessa. Elle vaquait à ses occupations, apparemment indifférente à son conflit intérieur. Blake a répondu à son téléphone vendredi soir. C'est Hank? Monsieur, dit Hank, Kincaid. Vous devriez venir me voir à mon bureau. J'ai quelque chose à vous montrer. En se rendant au bureau de Hank, le cœur de Blake a battu la chamade. Le détective l'attendait à son arrivée, le visage grimaçant. Hank s'est excusé, poursuivit Monsieur Kincaid en poussant une enveloppe sur le bureau, mais vous aviez raison de vous méfier. Blake ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des photos de Vanessa et Curtis Blackwood prises en privé à l'extérieur d'un motel. Les horaires et les lieux, toutes les preuves incriminantes présentées en noir et blanc, étaient là. Blake pensait avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Combien de temps? Il se força à s'étouffer. Hank grommela. D'après ce que j'ai appris, au moins plusieurs mois. Peut-être plus longtemps. Blake hocha la tête, engourdi, tandis que l'univers s'écroulait autour de lui. Merci, Monsieur Morrison. Je dois partir. La tête de Blake tournait alors qu'il rentrait chez lui. Vanessa pouvait-elle faire cela à leur famille, à lui? Il pensait à leurs enfants et à la vie qu'ils avaient créée ensemble. Maintenant, tout cela semblait n'être qu'une mauvaise blague. Il vit la voiture de Vanessa déjà là lorsqu'il s'engagea dans l'allée. Il inspira profondément, se préparant à la réunion. Elle était dans la cuisine et fredonnait en préparant le dîner. Son sang ne fit qu'un tour lorsqu'il la vit si décontractée, si normale. Vanessa se retourna pour l'accueillir et lui sourit, et, chérie. Son sourire s'effaça devant son expression. Blake, qu'est-ce qui ne va pas? Blake poussa fortement l'enveloppe sur le comptoir. Vanessa, pourquoi ne pas me le dire? Vanessa a ouvert le paquet et ses mains ont tremblé en examinant les photos. Son visage est devenu blanc. Blake, je peux clarifier. Blake avait une voix basse et mortelle. Dis-moi comment tu m'as menti pendant des mois. Comment tu t'es glissé avec Curtis Blackwood dans mon dos? Les larmes inondent les yeux de Vanessa. Je m'excuse, Blake. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je n'ai jamais voulu ce qui se passe, hurla Blake, son calme se brisant enfin. Je n'ai jamais voulu me mentir? Je n'ai jamais voulu effacer notre famille. Ce n'est pas comme ça, dit Vanessa en larmes. Tu ne comprends pas. J'étais étouffé et je me sentais emprisonné. Curtis. Il m'a redonné vie. Blake rit avec un goût amer. Et je t'ai aidé à vivre quoi? La mort? Notre vie commune était-elle si horrible que tu as dû partir chercher des sensations fortes ailleurs? L'expression de Vanessa se raidit. Vous cherchez la vérité? C'est vrai. C'est vrai, j'ai vu Curtis. Et tu sais quoi? Je ne le regrette pas. Il a un rapport avec moi que tu n'as jamais pu avoir. Blake pensa qu'il avait été giflé. Et nos enfants, Vanessa? Pendant que tu étais occupée à te sentir vivante avec Curtis, tu as pensé à eux. Ne t'avise pas de mêler les enfants à tout ça, grogna Vanessa. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont absolument tout à voir avec ça. Blake a poussé un cri. Tu ne t'es pas seulement détourné de Vanessa. Tu t'es détourné de toute notre famille. Les yeux de Vanessa brillent de colère. Tu es curieux de savoir pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve cette vie intolérable. Blake. Las de la même routine quotidienne, jour après jour. Las de ne vivre qu'en tant qu'épouse et mère.
C'est ce que vous espérez entendre? Blake avait l'impression de regarder une inconnue lorsqu'il la fixait. Et alors? Souhaitez-vous divorcer? Vanessa leva délibérément le menton en signe de défi. Peut-être que oui. Il est peut-être temps que nous reconnaissions tous les deux que cela ne fonctionne plus. Blake commence à se montrer très déterminé. D'accord, vous voulez partir? C'est vrai. Mais ne vous laissez pas croire un seul instant que je vous laisserai m'enlever mes enfants. Nous verrons bien, dit Vanessa, hargneuse. Ma mère est la leur. Les tribunaux penchent toujours en faveur de la mère. Blake a dit, on verra, d'une voix glaciale. Mais Vanessa, je vous promets que je me battrai pour mes enfants avec tout ce que j'ai. Je veux aussi m'assurer que tout le monde comprenne exactement le genre de personne que tu es. Blake sentit toute une gamme d'émotions tourbillonner en lui alors qu'il quittait la cuisine, laissant Vanessa s'occuper de lui, la fureur, la culpabilité, le chagrin d'amour. Pourtant, sous tout cela, une détermination sans faille se développait. Il ne laisserait pas Vanessa ruiner sa vie. Blake reprit confiance en fixant la porte d'entrée, assis dans son pick-up, arrêté devant une petite maison de banlieue, les mains crispées sur le volant. Enfin, il inspira profondément et commença à marcher. La porte s'ouvre alors qu'il s'approche de la maison. Il est accueilli par une femme au regard doux et au sourire hésitant. « Monsieur Quinceed ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Blake pointa du doigt. « Madame B. à ses coudes. Je vous remercie d'avoir pris rendez-vous avec moi. »« Marissa ?» répondit-elle en le guidant à l'intérieur. « S'il vous plaît, Marissa. Appelez-moi ici. Pourrais-je vous apporter quelque chose à boire ? » « Non, merci, » dit Blake en la suivant jusqu'au salon. « J'apprécie que vous preniez le temps de me voir, surtout compte tenu de la situation. » Le sourire de Marissa balbutie. « Au téléphone, vous avez prétendu être au courant pour mon mari. » De Curtis. Blake s'est assis, le visage sombre. « C'est vrai, je le sais. Je suis désolé aussi, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. » Il tend à Marissa le paquet de photos. Les mains de la jeune femme tremblèrent légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix presque chuchotante. Blake poursuit, d'une voix douce mais ferme, « des preuves que nos époux ont eu une liaison. » Marissa retourne les photos, ses yeux s'écarquillent. « Non, dit-elle en chuchotant. Ce n'est pas possible. Curtis ne voulait pas. »« Je suis désolé, Marissa, » remarque Blake. « Moi aussi, j'ai voulu ne pas y croire. En fait, votre mari et ma femme Vanessa se fréquentent depuis des mois. » Les larmes aux yeux, Marissa lève la tête. « Comment l'avez-vous su ?» Blake bâille. « J'ai fait appel à un détective privé. Même si j'avais des doutes, je voulais des preuves. »« Et maintenant, tu les as ?» remarqua Marissa, la voix vide. « Pourquoi me montrer ça? Pourquoi ne pas leur faire face directement ?» Blake s'étire en avant. « Parce que je crois que nous pouvons nous soutenir mutuellement. Ils nous ont brisés tous les deux, Marissa. N'es-tu pas d'accord pour dire qu'ils doivent payer pour leurs actes ?» La posture de Marissa se raidit. « À quoi pensais-tu alors ?» Blake répondit, « Je veux les dénoncer. Pas seulement à nous, mais à tout le monde. Montrer au monde qui ils sont vraiment, » dit Marissa avec méfiance. « Je ne suis pas sûr, Blake, cela semble extrême, » remarque-t-elle. « C'est vrai? Ils nous ont menti, ils se sont faufilés derrière notre dos. Ils se sont moqués de nous. Ne pensez-vous pas qu'ils méritent de savoir ce que l'on ressent ?» Marissa se lève et sort de la pièce. « Mais qu'en est-il des enfants? Tes enfants, mes beaux enfants. Darren ne veut pas. » Le ton de Blake s'est adouci. « J'y ai pensé, mais à long terme, je pense qu'il vaut mieux qu'ils sachent la vérité. Nous pouvons les protéger autant que possible des retombées. » Marissa se tourna vers Blake et cessa de faire les 100 pas. « Qu'est-ce que vous suggérez précisément? » Nous utilisons les médias sociaux, les ragots locaux. Nous faisons passer le mot sur leur liaison. S'assurer que tout le monde sait ce qu'ils ont fait, a déclaré Blake. Et ensuite, demande Marissa. Les yeux de Blake brillent de détermination. Ensuite, nous verrons leur petit monde idéal s'écrouler autour d'eux. Marissa resta silencieuse pendant un long moment. Elle finit par hocher prudemment la tête. D'accord, je suis partante. Mais on s'en tient au fait, pas de cruauté inutile. On fait ça à ma façon. Blake se leva en lui tendant la main. Une connaissance silencieuse passa entre tandis qu'ils se serraient la main, marché conclu. Nous leur ferons regretter de nous avoir trahis. De victimes, ils devenaient les créateurs de leur propre châtiment. Marissa remarqua, une nouvelle détermination dans la voix. Alors, par où commençons-nous? Blake saisit son téléphone. On commence par passer quelques coups de fil. Je pense qu'il est temps de discuter avec des amis communs. Alors qu'il commence à planifier, l'air crépite d'un mélange de douleur et de détermination.
Vanessa et Curtis allaient bientôt se retrouver enlacés, impuissants, alors que la toile de la vengeance se tordait. Le lendemain matin, le téléphone de Blake bourdonne sans arrêt d'alerte. Il l'a saisi et, en parcourant le déluge de commentaires et de messages, une grimace s'est dessinée sur ses lèvres. Il se dit, ça marche. Son téléphone a sonné à ce moment précis. C'était Lisa. Blake, dit Lisa d'une voix hésitante. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tous ces messages sur Vanessa et Curtis. Blake inspire longuement. C'est vrai, Lisa. Vanessa a eu une liaison avec Curtis pendant des mois. Il y eut un long silence. Lisa a murmuré, oh mon Dieu. Elle ajoute, je savais que quelque chose n'allait pas, alors. Je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon. Blake a ajouté, je pensais que tu méritais de connaître la vérité. Lisa répond, non, je suis contente que tu me l'aies dit, sa voix se durcit. Je pensais que nous étions amis, je ne peux pas croire que Vanessa t'ait fait ça, qu'elle ait fait ça aux enfants, qu'elle m'ait fait ça à moi. Blake saisit l'occasion. Lisa, je déteste te demander ça, mais j'aurais besoin de ton aide. La procédure de divorce va bientôt commencer. N'en dis pas plus, dit Lisa, coupant la parole, je témoignerai chaque fois que tu en auras besoin. Vanessa n'a pas à jouer la victime ici. Blake a envoyé un SMS au numéro de Marissa après avoir raccroché. Quand elle a décroché, il lui a demandé, comment ça se passe de ton côté? Marissa parle d'une voix tendue. C'est le chaos. Curtis essaie de tout nier, son téléphone n'arrête pas de sonner, les preuves sont assez accablantes. Bien, répond Blake. Laissons-les parler. Avez-vous eu des nouvelles de l'un de ses collègues? Quelques-uns, dit Marissa. La plupart sont surpris, certains sont en colère. Je pense que la réputation de Curtis au travail est sérieusement entachée. La sonnette de Blake retentit juste à ce moment-là. Je dois partir, Marissa, dit-il. Tenez-moi au courant. Il ouvrit la porte et découvrit Vanessa, le visage en proie à la rage. Elle siffla, le dépassant dans la maison, comment oses-tu? Comment as-tu pu me traiter? Blake referma la porte avec sang-froid. Faites quoi, Vanessa? Dire la vérité? Vanessa se retourna sur lui. Tu as tout gâché. Ma carrière, ma réputation. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je pense que oui, répondit Blake, la voix glacée. Je t'ai exposé pour ce que tu es vraiment, un menteur, un tricheur. Il ne s'agit pas seulement de nous, a crié Vanessa. Et les enfants? As-tu pensé à l'effet que cela aurait sur eux? Les yeux de Blake dansent. Tu as perdu le droit de jouer la carte de la mère inquiète quand tu as décidé de te faufiler avec Curtis. Tu oserais mêler les enfants à tout ça? Les épaules de Vanessa s'affaissent. Qu'est-ce que tu veux de moi, Blake? Blake dit, je veux divorcer, avec beaucoup de conviction. Et je veux la garde complète des enfants. Vanessa tourne rapidement la tête. Vous ne pouvez pas m'enlever mes enfants, pas question. Pas question. Blake a grogné et a dit, regardez-moi. J'ai déjà parlé à un avocat. Vous n'avez aucune chance avec les preuves que j'ai et les témoins de moralité comme Lisa. Les yeux de Vanessa s'écarquillent. Lisa? Elle va témoigner contre moi? Blake acquiesce. Il s'avère que les gens préfèrent qu'on ne leur mente pas. Qui l'eût cru? Vanessa s'est laissée tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Ce n'est pas possible. Oh, c'est en train de se produire, remarque Blake. Et cela ne fera qu'empirer. Je te conseille de prendre un avocat, Vanessa, parce que je ne reculerai pas. L'expression pâle et défaite de Vanessa lorsqu'elle partit rendit Blake à la fois heureux et triste. Même s'il était résolu à gagner, ce n'était pas la façon dont il avait envisagé la dissolution de son mariage. Le bourdonnement de son téléphone est revenu. C'était un message d'Angela Martinez, son avocate, qui voyait la tempête des médias sociaux. Bons efforts. Nous devrions parler des actions futures. Blake a répondu rapidement sur un back-off dactylographié, puis s'est installé devant son ordinateur. Il sentait que les choses étaient sur le point de devenir considérablement plus alambiquées. Une semaine plus tard, Blake attendait dans un pub mal éclairé en sirotant une bière. La porte s'ouvrit et un homme en costume élégant entra, regardant nerveusement autour de lui jusqu'à ce qu'il aperçoive Blake. L'homme demanda, en se glissant dans la cabine en face de lui, « Monsieur Kincaid ?» Blake acquiesce. « Monsieur Doyle. Merci de me recevoir. » Frank Doyle, le partenaire commercial de Curtis, semble mal à l'aise. « Écoutez, je ne sais pas très bien pourquoi je suis ici. Si cela concerne Curtis et votre femme. » Blake lève la main. « C'est lié, mais pas de la façon dont vous le pensez. J'ai des documents qui pourraient vous intéresser. » Les sourcils de Frank se froncèrent. « Quel genre d'informations ?
Blake se pencha pour parler doucement. Le genre d'information qui pourrait sauver votre entreprise et peut-être envoyer Curtis en prison. Les yeux de Frank s'écarquillent. De quoi parlez-vous? Blake ajoute doucement, Curtis et Vanessa ont l'intention de détourner de l'argent de votre entreprise. Ils vont commencer une nouvelle vie ensemble. Le visage de Frank est devenu fantomatique. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? Blake acquiesce. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si vous êtes prêt à m'aider à les arrêter. Frank est resté silencieux pendant un long moment, ses doigts tapotant la table. Enfin, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Blake grimace. Jouer le jeu fait comme si tu approuvais ton plan. Laissez-les croire qu'ils s'en tirent à bon compte. Frank demande alors, et ensuite? Ensuite, nous les prenons en flagrant délit, ajoute Blake. Avec suffisamment de preuves pour les mettre à l'ombre pour une longue période. Frank se passe la main dans les cheveux. C'est ridicule, si ça tourne mal, je pourrais tout perdre. Vous pourriez tout perdre si vous ne faites rien, dit Blake. Au moins, de cette façon, vous avez la possibilité de protéger la réputation de votre entreprise. Frank soupire fortement. D'accord, je suis partant, mais d'abord, je veux voir cette preuve. Blake fait glisser une clé USB qu'il a sortie sur la table. Tout est là-dedans. Email, relevé bancaire, conversation enregistrée. Regardez, puis nous discuterons de la stratégie. Blake était à la fois excité et effrayé lorsque Frank est parti en emportant la clé USB. Le piège était prêt. Il ne leur restait plus qu'à attendre que Curtis et Vanessa le déclenchent. Le lendemain, Blake voit Marissa dans un café tranquille. Marissa lui demande, comment ça s'est passé avec Frank, en faisant tourner son cappuccino. Blake se renverse sur sa chaise. Mieux que je ne l'espérais. Il est d'accord. Il ne nous reste plus qu'à laisser Curtis et Vanessa se pendre. Marissa acquiesça d'un air inquiet. Détournement de fonds? C'est comme si je n'avais jamais connu Curtis. Je trouve toujours incroyable qu'il soit allé aussi loin. Blake remarqua sombrement, les gens peuvent vous surprendre, et, pas toujours dans le bon sens. Le téléphone de Blake a sonné exactement à ce moment-là. Le livre de Frank était l'appât que Curtis avait saisi. Réunion prévue vendredi pour examiner les possibilités d'investissement. Quelle est notre prochaine action? Blake transmet la leçon à Marissa. On dirait que les choses avancent plus vite qu'on ne le pensait. Marissa pose sa tasse et tremble un peu. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça? On les prépare à aller en prison? Les yeux de Blake se réchauffent. Nous ne les préparons pas, Marissa. Nous leur fournissons simplement suffisamment de cordes pour qu'ils puissent se pendre eux-mêmes. Maurice remarque, ce sont eux qui choisissent d'enfreindre la loi. Blake acquiesce doucement, vous avez raison. Je ne me suis jamais considéré dans ce rôle. Blake a ajouté, aucun d'entre nous ne l'a fait, mais, nous devons aller jusqu'au bout maintenant, pour notre propre bien et celui des enfants. En quittant le café, Blake n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il se dirigeait vers un point de non-retour, la toile de la vengeance se refermait et bientôt Vanessa et Curtis seraient irrémédiablement mêlés. Frank rappelle Blake tard dans la soirée. Frank répondit sans préambule, ils avancent vite. Curtis veut transférer l'argent ce week-end. Le cœur de Blake s'emballe. Peux-tu le faire patienter? J'ai essayé, mais il est inflexible, il dit qu'ils doivent agir vite avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, répond Frank, clairement frustré dans sa voix. L'esprit de Blake s'emballe, il marche dans le salon et dit, ok, voilà ce qu'on fait, on les laisse croire que c'est en train de se passer. Nous devons cependant prévenir les autorités. Pourriez-vous faire cela sans les alerter, demande Blake. Frank hésite et répond, je crois que oui. Je connais un inspecteur de l'unité des crimes en col blanc. Je peux le prévenir et le présenter comme un audit standard. Blake répond, parfait, puis remercie Frank. Après avoir raccroché, Blake a appelé Marissa pour lui dire, je sais que ce n'est pas facile. Elle lui a répondu, ça se passe ce week-end. Marissa a parlé fermement et a demandé, es-tu sûr que nous agissons de manière éthique? Blake a gémi. Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Mais je sais que le chemin qu'ils veulent emprunter n'est pas le bon. Et qui d'autre les arrêtera si nous échouons? Blake jeta un coup d'œil à une photo de famille accrochée à son mur alors qu'il raccrochait l'appel, Vanessa et les enfants affichant tous un large sourire. Il avait l'impression que c'était il y a une éternité. Il a dit à l'image, je suis désolé d'en arriver là, puis, tu ne m'as pas laissé le choix. Il ne restait plus qu'à la regarder se refermer. Le piège était tendu. Tôt le lundi matin, le téléphone de Blake a sonné. Il a répondu en grognant, allô? Frank, Blake, c'est. Il faut que tu allumes les infos. Maintenant, voilà.
Blake se précipite sur la télécommande et allume la télévision, complètement réveillé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit le titre « Une entreprise locale secouée par un scandale de détournement de fonds » s'afficher en bas de l'écran. Une jeune journaliste au regard déterminé remplit l'écran. Ici Emily Green, en direct de l'extérieur de Blackwood Mortgage Service. De manière inattendue, le créateur de la société, Curtis Blackwood, a été placé en garde à vue pour détournement de fonds. Le téléphone de Blake bourdonne d'un message de Marissa qui lui demande « Tu vois ça ?» Il a répondu rapidement « Oui, tu peux venir. » Marissa arrive 20 minutes plus tard, pâle et troublée. « Je n'arrive pas à croire que ça ait vraiment marché », marmonne-t-elle en s'affalant sur le canapé de Blake. Blake acquiesce, le visage austère. Frank a traversé. Il a déclenché Emily Green, la journaliste. Marissa écarquille les yeux. Comment a-t-elle pu choisir tous les détails si rapidement? Blake dit, j'ai peut-être quelque chose à voir avec ça. Je l'ai contacté la semaine dernière, je lui ai donné quelques informations sur la situation. Blake, c'est dangereux. Supposons qu'elle soit devenue publique avant que nous ne soyons prêts. Il secoue la tête. Je ne lui ai rien donné de précis. Juste de quoi attiser sa curiosité. Elle s'est occupée du reste toute seule. Le téléphone de Blake a appelé une fois de plus à ce moment-là, Lisa. Blake, tu as vu les nouvelles? Tout le monde en parle. Vanessa a aussi un casier judiciaire. Le cœur de Blake s'accélère. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Tout à l'heure, répond Lisa. J'ai vu ce qui s'est passé. Ils sont arrivés sur son lieu de travail et l'ont fait sortir menotté. Ici, c'est l'anarchie. Blake s'est tourné vers Marissa en raccrochant et a dit, ils ont eu Vanessa aussi. C'est en train de se produire. Les émotions se mélangent sur le visage de Marissa, tu crois qu'on est allé trop loin? Blake ouvre la porte et voit Emily Green debout, un bloc-notes à la main, avant qu'il ne puisse répondre. Monsieur Kincaid, Emily Green de Channel 5 News est ici. J'espérais avoir votre avis sur la détention de Vanessa Kincaid et de Curtis Blackwood. Blake hésite puis acquiesce. Entrez, Madame Green. Il est temps, à mon avis, que le récit complet fasse surface. Blake et Marissa échangèrent un regard tandis qu'Emily arrangeait son matériel d'enregistrement, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Monsieur, commença Kincaid, pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert le système de détournement de fonds? Blake poussa un long soupir. Tout a commencé lorsque j'ai appris que ma femme fréquentait Curtis Blackwood. En creusant un peu, j'ai découvert non seulement l'infidélité, mais aussi un réseau alambiqué de mensonges et de crimes financiers. Emily s'avança, les yeux brillants. Et comment avez-vous compilé les données qui mènent à l'arrestation d'aujourd'hui? Blake fait un geste vers Marissa Blackwood, la femme de Curtis, et dit, je n'étais pas le seul. Avec Frank Doyle, le collègue de Curtis, nous avons révélé la vérité. Marissa dit, la voix tremblante mais ferme, nous ne pouvions pas rester les bras croisés et les regarder ruiner des vies et voler l'argent d'innocents. Nous devons agir. Emily se déplaça pour faire face à Marissa. Madame Blackwood, vous devez trouver cette période éprouvante. Avec l'arrestation de votre mari, comment gérez-vous les choses? Les larmes coulent dans les yeux de Marissa, mais sa voix reste ferme. Cela a été un choc, bien sûr. Mais le fait que la vérité soit enfin connue me soulage. Curtis a pris des décisions, maintenant, il doit faire face aux résultats. Blake a ressenti une variété inhabituelle d'émotions au fil de l'entretien, soulagement que la vérité émerge enfin, chagrin pour la souffrance que cela causerait à ses enfants, et une anxiété lancinante quant à ce qui se passerait ensuite. Promettant de diffuser l'interview le soir même, Emily est sortie et Blake s'est tourné vers Marissa. Tu vas bien? Elle a hoché la tête doucement, je crois que oui. Je ne sais pas trop ce que je ressens. Une sorte de libération. Comme si un poids m'avait été enlevé. Le téléphone de Blake bourdonne d'un message de son avocate, Angela. J'ai vu les nouvelles. Nous devons discuter des prochaines actions pour la lutte pour la garde des enfants. Peux-tu venir demain? Blake dit à Marissa, on dirait que ce n'est que le début. Marissa lui a tapoté la main. Blake, nous allons nous en sortir. Une étape à la fois. Blake s'est assis à côté de son avocate, Angela Martinez, de l'autre côté de l'allée. Vanessa l'a regardé fixement, son apparence autrefois parfaite étant maintenant désordonnée. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années à l'air sévère, a rappelé le tribunal à l'ordre. La tension règne dans la salle du tribunal des affaires familiales. Nous sommes ici aujourd'hui pour décider où Ellie et Noah Kincaid doivent vivre. Monsieur Kincaid souhaite que Madame Kincaid ait la garde complète des enfants avec des droits de visite limités. Madame Kincaid souhaite une garde partagée. Commençons par les remarques introductives. Debout, calme et forte, Angela a déclaré,
votre honneur, Madame Kincaid est un parent inadapté en raison de son comportement récent, notamment sa liaison et sa participation à des délits financiers. En confiant la garde complète à Monsieur Kincaid, ses enfants bénéficieront de sa présence constante et bienveillante dans leur vie. L'avocat de Vanessa, un homme élégant vêtu d'un costume de luxe, a répondu, « Votre honneur, ma cliente est une mère aimante, même si elle a commis des erreurs. Ses actions, aussi malheureuses soient-elles, ne lui enlèvent pas la capacité de s'occuper de ses enfants. Nous voulons que le tribunal accorde la garde conjointe en priorité à Ellie et Noah. » Blake revoyait les souffrances des derniers mois alors que les témoins étaient appelés à la barre. Lisa s'est levée la première. « Madame Grant, dit Angela, depuis combien de temps connaissez-vous Vanessa Kincaid ?» Lisa a regardé Vanessa avant de répondre, presque 10 ans. Depuis qu'elle a commencé à travailler pour l'agence immobilière, nous sommes amis et collègues. Selon vous, le comportement de Madame Kincaid a changé ces derniers temps, demande Angela. Lisa inspire profondément. Vanessa a commencé à se retirer et à se cacher. Elle prétextait souvent des difficultés professionnelles, annulant ainsi des rendez-vous à la dernière minute, mais maintenant je sais qu'elle rencontrait Curtis. L'avocat de Vanessa a demandé, « Mademoiselle Grant, n'est-il pas vrai que l'immobilier peut être une carrière exigeante, alors qu'il se tenait debout pour le contre-interrogatoire? Ces crises n'auraient-elles pas pu être légitimes ?» Lisa hésite, « Je suppose que c'est possible, » dit-elle. L'avocat s'est interrompu pour dire, « Pas d'autres questions. » Marissa se lève alors. Angela s'approche doucement d'elle, « Madame Blackwood, pourriez-vous résumer vos conversations avec Vanessa Kincaid ?» Marissa acquiesce. « Tout d'abord, j'ai pensé que Vanessa n'était qu'une cliente de mon mari. Mais quand j'ai découvert la liaison et le système de détournement de fonds, j'ai compris qu'elle aidait délibérément à escroquer notre entreprise et qu'elle avait l'intention de laisser sa famille derrière elle. » L'avocat de Vanessa bondit. « Madame Blackwood, est-il vrai que vous avez intérêt à donner une image négative de Madame Kincaid? Après tout, elle a participé aux activités de votre mari. » Les yeux de Marissa brillent. « Mon intérêt est de connaître la vérité et de protéger les innocents, y compris les enfants de Blake, » répond-elle fermement. Blake s'est retrouvé à la barre au fur et à mesure des témoignages. Angela lui adresse un sourire bienveillant. « Monsieur Kincaid, pourriez-vous résumer votre relation avec vos enfants ?» La voix de Blake s'est adoucie pour dire, « Ellie et Noah sont tout pour moi. Des matchs de la petite ligue aux foires scientifiques, j'ai toujours été là pour eux. Je me suis assuré que Vanessa se sentait aimée et soutenue, même dans les moments difficiles. » « Et comment gérez-vous les choses depuis la séparation ?» demanda Angela. « Cela a été difficile, » dit Blake, « mais autant que possible, j'ai gardé leurs habitudes. J'ai même fait en sorte qu'ils voient un conseiller pour les aider à gérer tout ce qui se passe. » L'avocat de Vanessa s'est avancé, les yeux rivés sur lui. « Monsieur Kincaid, vous avez empoisonné vos enfants avec des détails sur sa liaison, les retournant contre leur mère. » Les dents de Blake se sont serrées. « Absolument pas. Bien que j'ai été ouvert avec eux d'une manière adaptée à leur âge, je n'ai jamais parlé négativement de Vanessa. Je tiens à ce qu'ils aiment leur mère. » Blake croisa le regard de Vanessa un bref instant alors qu'il descendait. Il entrevit une lueur de la femme qu'il avait aimée autrefois, semblant confuse et terrifiée, mais son visage se durcit et l'instant passa. Angela se rendit auprès de Blake alors que le juge demandait une pause pour examiner les preuves. « Tu t'es très bien débrouillé. Nous avons certainement un bon dossier. » Blake acquiesce, l'estomac noué. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour les enfants. » La juge se racla la gorge à la réouverture de l'audience. « Après avoir longuement réfléchi à toutes les données proposées, j'ai pris une décision. Bien que les deux parents aiment manifestement leurs enfants, les événements récents montrent un passé d'instabilité et de mauvais jugement de la part de Madame Kincaid. » Blake s'est étouffé. « Par conséquent, poursuit le tribunal, Monsieur Kincaid obtient la garde complète de l'enfant. Madame Kincaid aura un droit de visite, mais sous surveillance jusqu'à ce qu'elle puisse faire preuve de fiabilité et de stabilité. Monsieur Kincaid, j'espère que vous continuerez à encourager le lien entre les enfants et leur mère malgré les conditions actuelles. » Blake s'incline gravement, « Bien sûr, votre honneur. » Blake éprouve un mélange de soulagement et de chagrin lorsque le tribunal lève la séance, il a gagné, mais à quel prix? Vanessa s'approche de lui alors qu'il rassemble ses affaires, les larmes aux yeux. « Tu es content maintenant? Tu m'as tout pris. » Elle grogne. Blake secoua la tête, « Vanessa, il ne s'agit pas de bonheur. Il s'agit de protéger nos enfants. Un jour, j'espère, tu t'en rendras compte. » Angela posa une main sur l'épaule de Blake tandis que Vanessa s'éloignait précipitamment. « C'est fini, Blake. Tu t'es comporté de manière éthique. » Blake acquiesça, la voix vibrante d'émotion. Il a acquiescé, la voix vibrante d'émotion. « Le plus difficile,
c'est de soutenir les enfants dans cette épreuve. Blake s'assit à la tribune à côté de Marissa, tous deux appréhendant de témoigner. Curtis Blackwood a été amené, menotté et vêtu d'une combinaison orange. Le procureur, une femme d'une quarantaine d'années à l'œil vif, se leva pour prononcer sa déclaration d'ouverture. La salle d'audience est devenue silencieuse. Mesdames et messieurs les jurés, au cours des prochains jours, vous entendrez les preuves d'une opération sophistiquée de détournement de fonds dirigée par Curtis Blackwood, l'accusé. Monsieur Blackwood a trahi sa position de confiance en dérobant des millions à ses clients et à sa propre entreprise. Nous démontrerons sans équivoque qu'il a commis des fraudes, des détournements de fonds et des activités de conspiration. L'accusation s'appuie sur des preuves circonstancielles et sur le témoignage de conjoints amers. L'avocat de Curtis, un homme aux cheveux argentés et à la voix rocailleuse, a contre-argumenté en ces termes: « Je suis un homme d'affaires respecté, mon client a été victime d'une fraude et d'un détournement de fonds. Homme d'affaires respecté, mon client a été victime d'une machination vengeresse. Nous prouverons que M. Blackwood est libre de ces accusations. » Blake a découvert qu'il était appelé à la barre alors que le procès se poursuivait. L'accusation s'est approchée de lui et lui a dit: « Monsieur Kincaid, pourriez-vous nous dire comment vous avez appris le comportement illicite de M. Blackwood ?» Blake s'éclaircit la voix. « Cela a commencé quand j'ai découvert que ma femme voyait Curtis. Plus profondément, j'ai trouvé des disparités dans les documents financiers et j'ai entendu parler de transferts de sommes d'argent importantes. »« Qu'avez-vous fait de ces connaissances ?» demande le procureur. « J'en ai parlé à Frank Doyle, l'associé de Curtis. Nous avons rassemblé plus d'informations ensemble et nous avons finalement appelé les autorités. » Se présentant pour le contre-interrogatoire, l'avocat de la défense a déclaré: « Monsieur Kincaid, est-il exact que vous nourrissiez un ressentiment personnel à l'égard de mon client? Que toute l'affaire tourne autour de la vengeance pour la liaison de votre femme ?» La bouche de Blake se bloque. Cette affaire repose sur la vérité. Bien que cette liaison m'ait fait souffrir, le projet de détournement de fonds n'a rien à voir avec elle. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et laisser des personnes sans défense être victimes d'une escroquerie. Frank Doyle prend alors la parole. Le procureur demande: « Monsieur Doyle, l'associé de Monsieur Blackwood, qu'est-ce qui a déclenché vos doutes sur son comportement ?» Frank soupire. Au début, il ne s'agissait que de petites choses, des erreurs dans les livres, des gens qui se plaignaient d'avoir perdu de l'argent. Mais tout a commencé à prendre un sens lorsque Blake est venu me faire part de ses inquiétudes. Nous avons planifié une opération d'infiltration pour prendre Curtis en flagrant délit. L'avocat de la défense s'est empressé de dire: « Monsieur Doyle, est-il vrai que la disparition de Monsieur Blackwood vous a apporté des avantages? Que vous dirigez l'entreprise aujourd'hui ?» Frank plisse les yeux. « Je ne voulais rien de tout cela. Même si je ne pouvais pas soutenir une activité illicite, Curtis était mon ami et mon petit ami. Des spécialistes financiers ont témoigné du réseau complexe de transactions que Curtis avait utilisé pour dissimuler son crime au fur et à mesure que le procès avançait, citant des échanges de courriels et des relevés bancaires. » Enfin, Marissa s'est levée. Le procureur s'approche doucement d'elle. « Madame Blackwood, vous devez trouver ici un défi à relever. Quand avez-vous appris le comportement illicite de votre mari ?» La voix de Marissa tremble légèrement. « Au début, je n'en avais aucune idée. Curtis était toujours fermé sur son travail. Je n'ai commencé à faire des rapprochements que lorsque Blake est venu me voir avec des preuves de sa liaison. Curtis, quand je l'ai confronté, il a déclaré que tout était honnête. Même si je pensais que c'était mal, il a déclaré que c'était pour nous, pour notre avenir. » Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense a été vicieux. « Madame Blackwood, n'étiez-vous pas au courant de la réussite financière de votre mari et n'en avez-vous pas profité? Que vous meniez une vie extravagante payée par ce prétendu détournement de fonds. » Les yeux de Marissa s'embrasent. « J'aimais le style de vie qu'offrait la société juridique de mon mari. Je ne savais pas qu'il volait. Le savoir m'aurait permis de le dénoncer personnellement. » Le procès touche à sa fin et les plaidoiries se succèdent. Le procureur a présenté une image négative de la malhonnêteté et de l'avarice de Curtis, tandis que la défense a cherché à mettre en doute les motivations des témoins. Enfin, le jury est appelé à délibérer. Marissa et Blake attendent nerveusement dans le hall. « Tu crois qu'ils vont le condamner ?» demande Marissa, la voix presque au-dessus d'un murmure. Blake lui prit la main. « Les preuves sont vraiment solides. Nous devons faire confiance au système. » Des heures se sont écoulées avant que le jury ne revienne. Blake retint son souffle à l'annonce de la décision. « Nous déclarons l'accusé, Curtis Blackwood, coupable de détournement de fonds. Nous déclarons l'accusé coupable de fraude. Nous déclarons l'accusé coupable du chef d'accusation de conspiration. » La foule a poussé un cri collectif, Curtis s'est affaissé sur sa chaise, le visage cendré, et la voix du juge a traversé les chuchotements.
Monsieur Blackwood, veuillez vous lever pour prononcer votre sentence. Curtis se lève, les jambes manifestement tremblantes. Le juge Blackwood dit, vos actions ont causé un tort incommensurable à vos clients, à vos partenaires commerciaux et à votre communauté. Vous avez abusé de votre position de confiance pour votre bénéfice personnel, faisant preuve d'un mépris insensible pour les autres, a déclaré le juge. Je vous condamne par la présente à 15 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. En outre, vous êtes tenu de rembourser 5,2 millions de dollars à vos victimes. Blake regarde Marissa alors que Curtis est emmené. C'est terminé. C'est vraiment fini. Les larmes aux yeux, Marissa acquiesce, je sais que je devrais être soulagé, mais je me sens vide. Blake a passé un bras autour de ses épaules et lui a dit, c'est normal de se sentir en conflit. C'était votre partenaire. Mais Marissa, tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons tous les deux accompli quelque chose. Blake a levé une main pour cacher Marissa des caméras alors qu'il quittait le tribunal. Pas de commentaire, déclara-t-il fermement en la guidant à travers la foule. Marissa jeta un coup d'œil à Blake une fois qu'ils furent libres. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, demanda-t-elle. Blake répondit, maintenant, nous essayons d'aller de l'avant, un jour à la fois. Blake sentit un poids se détacher de ses épaules alors qu'ils se séparaient, le long rêve était enfin terminé. Le plus dur restait à faire, reconstruire sa vie et aider ses enfants à guérir. Blake sourit et envoie un petit message de remerciement. Il entendit une voix familière alors qu'il entrait dans l'entreprise. « Papa, je peux encore balayer le sol ?» Noah l'appelle depuis le petit bureau. Blake coiffe son fils. « Bien sûr, mon pote. Mais fais attention aux outils. » Ellie lève les yeux de ses devoirs, éparpillés sur le bureau. « Papa, on pourrait peut-être aller au parc plus tard. J'ai terminé mon projet scientifique plus tôt que prévu. » C'est fantastique, chérie. S'il n'y a pas trop de monde ici, nous irons certainement, dit Blake. La sonnette au-dessus de la porte retentit tandis qu'il commençait à ranger son matériel quotidien. Marissa entra, tenant une pile de prospectus. Bonjour, Blake. J'ai apporté les prospectus pour les promotions dont nous avons parlé. Blake sourit. Merci, Marissa. Comment se porte la nouvelle entreprise? Les yeux de Marissa s'illuminent. La boulangerie marche très bien. Bien qu'elle soit en train de guérir, c'est-à-dire de produire quelque chose de merveilleux après tout ce qui s'est passé, je n'aurais jamais imaginé que j'y prendrais autant de plaisir. Un autre client les interrompit, Blake l'identifia comme un habitué. Bonjour, Monsieur Johnson. Comment se porte cette transmission, demande Blake. Blake s'émerveille de tout ce qui a changé depuis qu'il assiste le client, le magasin se porte bien grâce à sa réputation de travailleur honnête et au soutien du voisinage. Marissa a découvert son intérêt pour la pâtisserie et a transformé son passe-temps en une petite entreprise rentable. Brenda arriva avec du café et de la pâte à pain plus tard dans l'après-midi, comme prévu. Regarde-toi, monsieur l'homme d'affaires, dit-elle en posant les boîtes sur le comptoir. Blake sourit joyeusement, il essaie juste de gagner sa vie honnêtement. Le regard de Brenda s'adoucit. Maman et papa seraient très fiers de toi, Blake. Tu t'en es vraiment sorti. La gorge serrée, Blake acquiesce, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Pendant qu'il parlait, Blake vit une femme entrer timidement dans le magasin, elle avait des yeux doux et un beau sourire. Puis-je vous aider? Demande Blake. La femme acquiesce. Je suis Rachel, la nouvelle conseillère d'Ellie et Noah à l'école. Je voulais juste passer et me présenter. Votre magasin jouit d'une excellente réputation. La poitrine de Blake se mit à palpiter de façon inattendue. Oh, merci. Je suis ravi de rencontrer Rachel. Les résultats scolaires des jeunes sont de quoi? Le sourire de Rachel s'est élargi. Ils sont fantastiques, gentils et forts. Vous devriez vous sentir bien. Blake se rendit compte qu'il appréciait la compagnie de Rachel au fur et à mesure qu'il parlait, elle était intelligente et sympathique, vraiment préoccupée par le bien-être de ses enfants. Brenda a haussé un sourcil en direction de Blake lorsque Rachel est partie. Brenda répondit, elle a l'air gentille. Blake sentit ses joues devenir chaudes. Oui, elle a l'air sympa. Ellie mit la table, discutant de son projet scientifique, tandis que Noah exposait avec audace le balayage qu'il avait fait à l'atelier. Blake a fermé le magasin et est rentré chez lui avec les enfants, alors que la journée touchait à sa fin. Blake réfléchit au chemin qu'ils ont parcouru. Ellie répondit brusquement, d'une voix grave, « Papa, es-tu heureux maintenant ?» Blake s'est arrêté pour réfléchir à cette question. « Tu sais quoi, ma chérie, je le suis, je crois. Même si le chemin a été difficile, nous nous en sortons bien. » Les deux enfants acquiescèrent farouchement. « Et maman ?» demanda Noah à voix basse. Blake gémit. « N'oubliez pas que votre mère travaille à sa guérison.
Sa visite surveillée est prévue pour ce week-end. Même si cela prendra du temps, nous sommes tous en train de guérir. La vie n'était pas parfaite, mais elle était merveilleuse. Blake se sentait calme tandis qu'ils dînaient, riaient et se racontaient des histoires de leur journée. Un jour après l'autre, ils allaient de l'avant. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils mettaient les enfants au lit, le téléphone de Blake a bourdonné d'un message de Rachel. « J'ai été ravi de te rencontrer aujourd'hui. Tu veux qu'on prenne un café un de ces jours ?» Blake sourit et répond. « J'en serais ravi. » Le samedi suivant la visite des enfants à leur mère, Blake avait ses enfants, sa sœur, de bons amis comme Marissa, et peut-être, juste peut-être, une chance de retrouver l'amour avec Rachel. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, il était heureux. Il avait traversé la tempête, gardé ses enfants et était sorti plus fort de l'autre côté. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment en paix et s'endormit.